Mesdames et messieurs, bonsoir. Un mot du temps, il a fait beau aujourd'hui et même chaud dans de nombreuses régions du pays et c'est la première fois depuis le début du printemps qu'il en est ainsi. Ceux qui rentrent de congé de Pâques auront donc terminé leurs vacances en beauté et beaucoup de gens retarderont, j'en suis sûr, de quelques heures leur retour vers la ville. Attention aux embouteillages jusqu'à assez tard dans la soirée. Beau et chaud, disais-je, à Marseille, le soleil illuminait les fontaines et il jouait avec les colonnes de l'Arc de Triomphe et du Palais de Justice, aux marges imposantes et aux dessins élégants. À Paris, Notre-Dame resplendissait dans sa dentelle de pierre et la Seine, calme et plus bleue que d'habitude, semblait comme la caresser. Dans les jardins du Louvre, les promeneurs s'étaient assis paisiblement et cherchaient de l'ombre, qu'il eût cru il y a seulement quelques jours, derrière les statues, toutes pensives, comment faisait-il brusquement si beau? Mais toute médaille à son revers, on a signalé déjà des incendies de forêt dans le Gard et les avions canadaires ont dû intervenir, c'est une chose rarissime en Afrique. Venons-en à la politique internationale. Nouveau coup d'État en Afrique noire, il s'est produit au Libéria, le pays voisin d'ouest de la Côte d'Ivoire, un pays indépendant depuis 1847. Le régime du président Tolbert a été renversé l'année dernière pour corruption par la garde nationale, placé sous le commandement d'un sergent-chef Samuel Doe, âgé de 28 ans, et qui a déclaré l'armée conduira le pays jusqu'à ce que celui-ci prenne une décision pour son avenir. Le sergent-chef Samuel Doe a garanti qu'il ne toucherait à aucun étranger. La nouvelle équipe a été chaleureusement accueillie par la population. M. Tolbert était un pro-occidental, en tout cas un pro-américain. Il a été tué et sa femme emprisonnée. On ne sait pas encore grand-chose d'autre. William Tolbert, à la tête du Libéria depuis 1971, actuel président de l'OUA, Organisation de l'Unité Africaine, un homme qui en tout cas aura été jusqu'à ces dernières années l'un des chefs d'État les plus populaires d'Afrique. À la tête d'un pays qui ne compte qu'1 780 000 habitants, le président Tolbert s'est pourtant heurté depuis 2 ans à une opposition de plus en plus déterminée. Pro-occidental, plus particulièrement pro-américain, le Libéria est plus connu dans le monde pour l'importance de sa flotte commerciale, comprenant notamment 874 pétroliers battant pavillon libérien, même si le pays ne possède qu'un seul port, à peine capable de recevoir 2 navires. Déjà, des manifestations l'an dernier contre l'augmentation du prix du riz avaient fait une 40aine de morts dans les rues de Monrovia. Ce soir, le seul communiqué publié par les forces armées fait état de l'inefficacité du président Tolbert et de la corruption générale du pays. La mort du président Tolbert n'a pas encore été confirmée officiellement, mais elle serait intervenue cette nuit, au moment où les forces armées envahissaient le palais présidentiel. À La Havane, il y a actuellement près de 11 000 Cubains entassés dans les jardins de l'ambassade du Pérou et qui attendent de pouvoir s'enfuir de leur pays. Le gouvernement péruvien est prêt à accorder immédiatement des visas à 1 millier d'entre eux et il prend des dispositions pour envoyer de Lima à Cuba des avions le plus vite possible afin de les ramener, ce millier de gens, à Lima. Mais de leur côté, les autorités cubaines n'avaient accordé à la date de ce matin à ceux qui veulent partir que quelques centaines de passeports et de permis de sortie du territoire national. Naturellement, dans les jardins de l'ambassade du Pérou à La Havane, les conditions sanitaires sont de plus en plus difficiles. Le CIME, Comité intergouvernemental pour les migrations européennes, sollicité par le Pérou et parlant à Paris, a offert d'installer une antenne opérationnelle à La Havane pour accélérer l'évacuation des gens, mais Cuba, pour le moment, a refusé l'offre. Quoi qu'il en soit, ce brusque flot de gens qui veulent quitter leur pays, cela a pu surprendre l'opinion internationale, mais pas du tout ceux des Cubains qui avaient déjà réussi à fuir pour aller se réfugier ailleurs. C'est une chose qui vient de très loin. C'est-à-dire que tous ceux qui ont vécu à Cuba depuis le début de la Révolution savaient que d'un moment à l'autre, ça devait se passer. Pourquoi? Parce que du moment où on ferme les frontières, du moment où la liberté d'expression véritable, authentique, viscérale même, est interdite, du moment où il existe un bureaucratisme qui empêche les rapports entre le peuple véritable et les fonctionnaires, ça provoque un malaise qui grandit à mesure que le temps passe. Donc, déjà en 1965, il courait une blague à La Havane que si on laissait les portes ouvertes à Cuba, tout le monde partirait, sauf les membres du gouvernement, Fidel Castro, les gens qui étaient absolument pour le régime et qui appartenaient à ce qu'on connaît comme une nouvelle classe. Que représentent à votre avis ces 10 000 Cubains de l'ambassade du Pérou? C'est une minorité? Parce qu'il y a des manifestations pro-castristes aujourd'hui autour de l'ambassade.
Bien entendu, il y a une grande partie du peuple cubain, il ne faut pas le nier, qui est encore procastiste. Mais il y a aussi une autre très très grande partie de Cubains que, tout en croyant à la révolution, se voient obligés de la quitter. Et puis, il y a une autre partie de Cubains qui sont absolument contre la révolution depuis le début. Donc, il y a un échantillon de toutes sortes de gens. Et comment expliquez-vous que le gouvernement cubain accepte de laisser partir une telle masse de réfugiés? Parce que c'est contraire aux principes socialistes. Oui, mais précisément, je crois qu'il s'agit peut-être d'une erreur d'optique. En croyant dire qu'on laisse la porte ouverte pendant un certain moment, on croyait peut-être qu'il y avait 1000-1500 personnes, comme a été dit dans un journal parisien, et il y a 10 000. Et il y a peut-être bien plus, parce que dans la mesure où les Cubains pourront aller à n'importe quelle ambassade pour demander un visa de sortie, ils le feront, et le nom grandira, le nombre grandira. Et vous le verrez, on le constatera. Je crois peut-être, et ça c'est un bien pour le peuple cubain, s'il s'agit d'une politique à longue haleine, c'est-à-dire s'il s'agit vraiment de donner une liberté de voyage aux Cubains, c'est un mieux pour tout le monde. En Iran, les ambassadeurs des 9 pays de la communauté européenne ont rendu visite au président Bani Sadr, comme décidé avant-hier à Lisbonne, en exprimant leurs préoccupations au sujet des otages et demandant la libération de ceux-ci. Sans s'associer pour le moment aux décisions prises par les États-Unis, les 9 ont laissé peser, selon l'AFP, une menace de sanctions contre l'Iran. Dès hier soir, M. Ghazadeh avait assuré aux ambassadeurs des 9 que les otages étaient en bonne santé. Et cet après-midi, l'Iran a autorisé la Croix-Rouge internationale à rendre visite à tous les otages. Mais vous le savez, depuis 48 heures, le président Carter estime que l'Europe ne va pas assez loin à l'encontre de l'Iran, et la presse américaine se demande même si on peut continuer à accorder le qualificatif d'allié aux Européens. Voici les réactions de M. Bernard Stasi, président délégué du CDS. Écoutez, je crois qu'il faut d'abord dire ceci. L'affaire des otages de Téhéran, c'est un scandale qui dure depuis plusieurs mois, mais il ne faut pas pour autant s'y habituer, et je crois qu'il faut le dénoncer avec vigueur. Et puis c'est aussi une épreuve, une rude épreuve pour le peuple américain. Et donc les alliés du peuple américain, les amis du peuple américain doivent, dans ces moments difficiles, lui manifester amitié, solidarité. Et il est possible qu'au cours de ces derniers mois, les Européens, les Français, n'aient pas toujours manifesté suffisamment clairement l'amitié et la solidarité qui est due au peuple américain dans ces moments. Mais l'alliance implique-t-elle de prendre la même attitude? Cela dit, l'alliance et la fidélité ne sont pas l'alignement. Et je crois que précisément à propos de cette affaire, à propos du malaise qui existe en ce moment dans les relations entre les États-Unis et les pays européens, il faut réfléchir sur ce que doivent être les relations au sein de l'Alliance Atlantique. Les Européens veulent la protection, dit en substance le président Carter, ils refusent les obligations de l'Alliance. Les obligations de l'Alliance, c'est effectivement de manifester la solidarité, mais c'est aussi la concertation. Et un certain nombre de mesures que l'on nous demande de soutenir ont été prises de façon unilatérale par les États-Unis sans que nous ayons été consultés. Est-ce que la solidarité atlantique est mise en cause? Non, je crois que la solidarité atlantique, encore une fois, implique qu'il y ait des partenaires égaux. Pour nous, l'Alliance Atlantique, à laquelle au CDS, vous le savez, nous sommes effectivement très attachés, implique qu'il y ait des partenaires égaux, que les États-Unis et les Européens soient des alliés à égalité de droits et de devoirs. Ce qui implique, je le disais tout à l'heure, la consultation, la concertation, ce qui implique aussi que nous ayons une certaine indépendance et notamment, je suis persuadé que nous avons actuellement, nous autres Européens, en particulier nous autres Français, une grande partie à jouer vis-à-vis du tiers-monde. Le tiers-monde qui a été choqué, scandalisé par le coup de Kaboul, qui considère désormais que l'Union soviétique est une puissance impérialiste. Eh bien, nous ne pourrons profiter de cet état d'esprit du tiers-monde, nous ne pourrons nouer avec le tiers-monde des relations de coopération qui sont indispensables à la fois pour des raisons économiques et pour des raisons tenant à l'équilibre du monde, que si nous prenons un peu nos distances par rapport aux États-Unis, que si nous n'apparaissons pas aux yeux du tiers-monde comme étant des satellites, des inconditionnels des États-Unis. Et cela, je pense que les Américains peuvent le comprendre.
Les Américains disent aussi que les Européens ne veulent pas suivre, mais qu'ils ne sont pas capables de conduire. Est-ce que l'Europe est capable de se conduire toute Je crois seule? que nous n'avons ni à suivre ni à conduire, que nous avons les uns et les autres, les Américains et les Européens, à nous concerter et agir ensemble, chacun avec ses responsabilités et dans un esprit de confiance. Et en tout cas, il ne faut jamais oublier que face à la menace que représente l'expansionnisme soviétique, la puissance américaine, quelles que soient les erreurs, les faiblesses, les maladresses de la politique américaine, la puissance américaine nous protège, protège nos libertés. Il est donc indispensable de tout faire pour rétablir le climat de confiance. Vous parlez d'erreur et de maladresse. C'est une maladresse américaine ou une maladresse du président Carter? Vous savez, le président Carter, en ce moment, est-ce lui ou est-ce le candidat qui conduit la politique? On a parfois le sentiment que les fluctuations de la politique américaine, tantôt le président souffle le chaud et tantôt le froid, tantôt il brandit un grand bâton et tantôt il envoie une lettre affectueuse à l'ayatollah, on a le sentiment que ces fluctuations tiennent dans une certaine mesure à des considérations électoralistes dans lesquelles nous n'avons pas à entrer, que nous n'avons pas nous autres à prendre en compte. Venons-en aux Jeux Olympiques sans quitter la politique. Le vice-président des États-Unis, M. Mondale, a estimé que le vote des délégués du Comité olympique des États-Unis, vote qui doit intervenir ce soir, qui est même peut-être déjà intervenu il y a une minute ou deux, sera en faveur du boycottage des Jeux de Moscou, demandé par le président Carter après l'entrée des troupes soviétiques en Afghanistan fin décembre. Le vice-président Mondale devait s'adresser lui-même au comité américain réuni à Colorado Springs, disant en substance « Votre vote a une importance considérable, non seulement pour les athlètes à qui il est demandé un très grand sacrifice, mais pour tous les Américains et les pays civilisés. Nous sommes tous responsables puisqu'il faut faire passer l'intérêt de notre pays avant tout autre, et la question que vous devez trancher est essentielle pour le futur du monde libre. Le comité olympique avait en théorie jusqu'au 24 mai pour accepter ou refuser l'invitation des organisateurs des Jeux de Moscou, et ses dirigeants espéraient que d'ici cette date limite-là, les soviétiques changeraient peut-être d'attitude en Afghanistan. C'est ce qu'avait surtout espéré le président du comité américain, M. Kane, mais finalement, il n'aura pas été possible d'attendre devant l'insistance de la Maison-Blanche. En somme, les Américains retournent 14 ans après le boycottage que les Soviétiques leur avaient infligé en 1966 en annulant cette année-là le match d'athlétisme États-Unis-URSS-Pologne prévu à Berkeley en Californie. À cette époque, les pays socialistes reprochaient aux Américains, rappelons-le, les premières interventions au Nord-Vietnam des bombardiers stratégiques B-52 qui avaient coupé la piste Ho Chi Minh. Mais le boycott des Jeux de Moscou ne signifie pas forcément la fin du mouvement olympique international. Les prochains JO sont prévus pour 1984 à Los Angeles, aux États-Unis, et la grande cité californienne se prépare, comme vous le verrez dans le reportage que vous propose Claude Gagné. Los Angeles, ville olympique, c'était en 1932. On avait découvert ici l'or, le pétrole et le soleil d'Hollywood, Clark Gable, Fred Astaire et les Marx Brothers. On était aussi en pleine dépression économique. Les Jeux à peine terminés, quelques passionnés, dévorés par la flamme olympique, fondaient une association et juraient de faire revenir les Jeux à Los Angeles. Parmi eux, Bill Schroeder, qui a aussi créé ce musée et qui, 50 ans plus tard, voit son travail récompensé. Il a vu les Jeux de 32 et s'est battu pour ceux de 84. I'm very pleased in having been one of the founders of the Southern California Committee for the Olympic Games. Je suis très fier d'avoir été, en 1937, un des fondateurs du comité pour le retour des Jeux Olympiques. Ils reviendront en 84 et j'y serai. We don't need them. We have the Coliseum, we have the sports arenas, we have fields, we have training facilities, so we're all equipped to be able to hold the Olympic Games. Pour une fois, en effet, les Californiens n'ont pas pensé big, grand. Depuis 15 ans que la ville est régulièrement candidate à l'organisation des Jeux, tout a déjà été construit et utilisé. Le Colisée, où ont eu lieu les épreuves il y a 50 ans, sera réaménagé, en particulier pour la presse. Il n'y avait pas de télévision en 1932. Sur les 21 installations sportives qu'utiliseront les concurrents, 19 existent déjà. On ne construira pratiquement rien. Los Angeles, qui avait été la première ville à bâtir un village olympique, sera la première à n'en pas construire. Les athlètes logeront dans les cités universitaires, où ils trouveront aussi des installations et équipements pour s'entraîner. UCLA est la meilleure université sportive des États-Unis. Au pays du gigantisme, on va retrouver une dimension humaine, à commencer par le comité organisateur. 17 personnes seulement, 400 à Montréal, dirigées par un businessman. Les Jeux de Los Angeles ne seront pas un gouffre, on fera au contraire du bénéfice. Si les Olympiades existent encore. Et c'est la question. En décidant le boycott de Moscou, le président Carter a peut-être tué les Jeux Olympiques. Je ne le crois pas. Ils ont survécu jusqu'à présent à des crises plus importantes.
Deux guerres mondiales, par exemple. Les athlètes du monde entier veulent la poursuite des Jeux Olympiques. Et en fait, nous ne savons pas encore ce qui va se passer pour ceux de Moscou. Si les Américains ne vont pas à Moscou, on peut penser que les Russes ne viendront pas à Los Angeles. Ils ont déjà fait savoir qu'ils ne feraient pas cela, sans même que nous leur ayons demandé. Publiquement, ils ont déclaré qu'ils ne boycotteront pas les Jeux de Los Angeles, et ils ne le feront pas pour une bonne raison, une raison de propagande. En sport, ils sont les meilleurs. Vous continuerez sans tenir compte des menaces? Nous continuons, mais pas sans ignorer la menace. Nous tenons compte des problèmes internationaux et politiques qui entourent les Jeux Olympiques et nous tenons compte aussi de l'inflation. Pour ces deux raisons, nous avons décidé d'être prêts très vite et nous serons prêts en 1981. Pour la première fois dans l'histoire des Jeux, le comité est une association privée. Il a passé avec ABC, un des géants de la télévision, le plus gros contrat encore de l'histoire du sport. Et le label, fournisseur officiel des Jeux Olympiques, a été vendu à des dizaines de sociétés. Avec 4 ans d'avance, les 2/3 du financement de l'opération sont déjà assurés. Peter Uberroth va de l'avant, refusant d'écouter les menaces, car Ronald Reagan, candidat républicain à la présidence des États-Unis, est aussi partisan du boycott de Moscou et propose que les Jeux se tiennent dans l'avenir définitivement en Grèce. Pourtant, si les Américains boycottent Moscou, ils auront un représentant, Peter Uberroth, qui devra recevoir à la cérémonie de clôture la flamme des Russes. Si le président Carter le lui interdit et si la flamme n'est pas transmise, alors ce sera effectivement la fin des Jeux. Et que pensent à propos des Jeux Olympiques les athlètes français? Avec nous, Jacques Rousseau, champion d'Europe de saut en longueur et sélectionné français pour les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques sans les Américains, qu'est-ce que ça peut représenter pour les athlètes de haute compétition comme vous? Personnellement, je dirais que les Jeux Olympiques sans les Américains iront en boitillant. Il manquera, ce sera vraiment un gros manque pour le sport en général, du fait que les Américains sont une des toutes premières nations sportives et que sans eux, en plus que beaucoup de pays suivront, effectivement, si les Américains ne viennent pas, il y aura pas mal de pays, notamment l'Angleterre certainement, et puis le Canada, et puis certains autres qui ne viendront pas, et ils n'auront plus à ce moment-là aucun intérêt. Nous n'y sommes pas encore, chaque pays va prendre sa décision dans les semaines qui viennent. Mais enfin, on peut toujours supposer que ce que vous dites, c'est l'hypothèse la plus vraisemblable. Oui, les États-Unis se retirant des Jeux, Jacques Rousseau, les athlètes français souhaitent-ils toujours participer à ces Jeux Olympiques? Quel est votre sentiment à ce sujet? Le sentiment de vos camarades aussi? Il est difficile quand même de donner une opinion générale, mais enfin, selon ce que j'ai pu recueillir comme information de la part de mes autres amis, je pense que de façon, d'une manière générale, ils sont décidés à y aller. Il faut se mettre à leur place aussi. Il faut se mettre à notre place même, je dirais. C'est qu'il y a quand même une préparation qui est faite en fonction des Jeux. Et il est toujours très difficile de passer à côté d'une occasion comme celle-là. Mais à mon avis personnel, personnellement, ça ne m'intéresserait pas d'aller aux Jeux s'il ressemblait à une Spartakiade, par exemple. C'est-à-dire sans les athlètes de l'Ouest. Simplement avec les pays... Alors si ça ne vous intéresserait pas, quelles seraient vos motivations pour y aller quand même? Les motivations pour y aller... De toute façon, les motivations doivent rester les mêmes. Tout ce qui peut se passer politiquement autour des Jeux Olympiques ne doivent pas entamer aucunement la motivation d'un athlète. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il n'est tout de même pas possible que les athlètes disent nous sautons 1 centimètre plus haut que les autres ou 1 centimètre plus loin, nous courons 1/10 de seconde plus vite, nous lançons 1 mètre plus loin le poids, le disque ou le javelot. Par conséquent, nous nous extrayons nous-mêmes des questions de politique internationale et nous avons notre déontologie propre. Nous ne tenons pas compte de la situation internationale. Est-ce que vous pensez que les athlètes, est-ce que les sportifs peuvent se permettre de penser ainsi? Je vois ce que vous voulez dire, mais enfin, il est hors de question d'extraire quoi que ce soit. Il est évident que les Jeux Olympiques ne tiennent qu'à cause de la politique. C'est essentiellement politique, à mon avis. Et sans quoi je ne vois pas comment ils auraient pu atteindre ce niveau de popularité, au niveau des peuples, sans une implication politique. Mais le fait est, c'est qu'on est sportif. Et on a des obligations envers ce que l'on fait. Il n'est pas question de laisser tomber comme cela des années d'entraînement pour des opinions politiques, ou je dirais même de politiciens. Ceci étant,
personnellement, je me range du côté de la décision du comité olympique français, ce qui n'a absolument rien à voir avec les décisions politiques. Hein. Bien qu'il puisse y avoir des gens. Comme décidera le comité politique français, ainsi vous ferez. Je l'espère, oui. Et j'espère qu'ils seront Et estimez-vous qu'il qu'il faille retenir l'hypothèse où l'on donnerait à chaque athlète la possibilité d'aller ou de ne pas aller, selon sa propre conscience, selon sa conception des choses? Ce serait une très bonne chose, mais est-ce que ce sera possible à un échelon mondial? À votre sentiment d'athlète maintenant, comment voyez-vous l'avenir des Jeux Olympiques? Los Angeles d'abord. Je pense que cette année, il y aura moins d'hypocrisie en ce qui concerne les Jeux Olympiques, parce que je pense que depuis pratiquement depuis la nouvelle création des Jeux Olympiques, ils n'ont survécu que grâce à grâce à une certaine forme d'hypocrisie, et qu'actuellement tout cela est complètement déblayé, et qu'il faudrait une restructuration pratiquement de toutes les règles olympiques de façon à les adapter à la vie actuelle. Et c'est leur seule, à mon avis, c'est leur seule chance de survivre. Il faut donc qu'ils se rénovent. Qu'ils se rénovent, oui. Je crois que c'est la seule chance. Donc on ferait d'un mal un bien. Merci, oui. Jacques Rousseau. À propos des risques, nous parlons politique depuis un certain temps, à propos des risques de la situation internationale, un livre vient de sortir dont l'auteur est l'ancien président des États-Unis, Richard Nixon. En France, il porte le titre « La vraie guerre », paru chez Albin Michel. M. Nixon se montre pessimiste pour son pays, dont il accuse les dirigeants de faiblesse et de démission. L'ancien président sera en direct l'invité d'honneur d'Antenne de Midi, lundi en 8, c'est-à-dire le lundi 21 avril. France, nous sommes plus que jamais décidés à dire non à l'admission de l'Espagne dans le marché commun, a déclaré à Montpellier M. Bernard Pons, secrétaire général du RPR, lors d'un congrès régional de son mouvement. Ce qu'il faut, affirme M. Bernard Pons, c'est que les 9 partenaires de l'Europe se mettent autour d'une table pour remettre de l'ordre dans le marché commun, que Mme Thatcher calme ses humeurs et que le gouvernement français soit ferme. En mer, les courses au large vont être nombreuses cette année. En France, la saison a débuté avec la Semaine nautique internationale de Marseille. C'était l'occasion de s'interroger sur les questions de sécurité en mer qui, avec le développement très fort de la plaisance et la multiplication des compétitions, peuvent, en cette année 1980, encore une fois, se poser. Depuis 2 ans, la mer n'a pas été tendre pour les bateaux de course au large. Les différentes transatlantiques ou des courses comme le Fastnet ont payé un lourd tribut à la mer en hommes et en bateaux. À Marseille, la disparition d'un voilier il y a 2 ans au cours d'une compétition pèse encore sur les esprits. Et le coup de vent qui s'est produit vendredi au début d'une épreuve a fait une nouvelle fois réfléchir sur le problème de la sécurité et amené les organisateurs à constater un curieux paradoxe. Les bateaux moins affûtés, plus tranquilles, correspondant un peu à ce qu'on appelait la course croisière, ont régaté. Beaucoup ont abandonné, mais il n'y a eu aucun dégât et tous sont rentrés. Et un certain nombre ont été classés. Alors que les bateaux de pointe, on ne les a pas fait courir. La sagesse des organisateurs et des compétiteurs ont fait qu'il n'y a pas eu finalement de casse de matériel au cours de ce coup de vent. Mais le fait que des bateaux ne soient pas toujours capables d'affronter tous les types de temps sans risque amène à se poser des questions. La première sur les bateaux avec un spécialiste en la matière, Michel Malinowski. Les prototypes, ce sont des bateaux effectivement extrêmement légers. Ce sont des bateaux qui demandent beaucoup de mise au point, beaucoup de réglages, qui souvent ne sont pas tout à fait prêts d'ailleurs au moment du départ de la course parce qu'ils ont été mis à l'eau à peine quelques heures avant. Et tout ça évidemment agit en défaveur de ce type de bateau lorsqu'il s'agit d'affronter des temps comme celui que nous avons aujourd'hui. La deuxième ensuite sous forme de mise au point sur le rôle des propriétaires de bateaux. Chaque propriétaire de bateau, chaque responsable de bateau doit savoir si le bateau est en état, si la voilure est bonne, si le mât est bon et si le matériel de sécurité est là, si l'équipage est capable. S'il n'est pas capable, il ne prend pas le départ ou il abandonne, ce qui est tout à fait légitime. Sinon, il assume son entière responsabilité. Mais le seul but de la compétition, c'est de gagner. Et dans ce type de compétition, plus un bateau est léger, plus il a de chances d'aller vite, donc les bateaux sont de plus en plus légers. Et pour faire léger et solide, il faut une qualité de construction irréprochable, ce qui, il faut bien le dire, n'est pas toujours le cas. Alors la solution, elle est sans doute dans une évolution de l'architecture et de la construction navale vers des techniques plus modernes. Si on s'inspire de l'aéronautique, on arrivera à des légèretés beaucoup plus grandes. La voile n'a pas les moyens, n'a pas la volonté probablement de faire aussi bien que l'aéronautique. On pourra donc toujours améliorer la solidité des bateaux, donner aux hommes une meilleure connaissance de la mer, renforcer les mesures de sécurité, mais cela n'empêchera jamais les fortunes de mer de frapper à un moment ou à un autre.
Il ne s'agit pas alors d'accuser ou de chercher des responsables dans un accident de la mer, mais plutôt d'en tirer les leçons, comme les Anglais ont su si bien le faire après le drame du Fastnet. À notre époque industrialisée, où la notion de rendement est devenue primordiale, les travailleurs peuvent-ils encore prendre le temps d'avoir une vie personnelle? Tel sera l'un des thèmes, après-demain lundi, de l'émission de la rédaction d'Antenne 2, Question de temps, présentée par Louis Berriot, Le temps de vivre. Nous irons entre autres dans une chaîne de montage à Pau, où les ouvrières doivent répéter le même geste près de 800 fois par jour, et pour pouvoir quitter un instant la chaîne, il leur faut une autorisation spéciale. Alors comment aménager le temps de travail pour en faire le temps de vivre, et pour que les mères de famille, par exemple, puissent un peu mieux profiter de leurs enfants? 20h35, lundi, sur Antenne 2, Question de temps. Cyclisme, demain, c'est Paris-Roubaix. Il y a deux favoris, Moser, l'Italien, qui a déjà gagné la course 2 fois, et Roger Vlaminck, le Belge, 4 fois vainqueur. C'est un record. Parmi les outsiders, la nouvelle vedette française, Duclos Lassalle et Bernard Hinault, qui pour le moment n'a jamais gagné Paris-Roubaix. Jean-Paul Olivier les a rencontrés l'un et l'autre cette semaine au Tour cycliste du Tarn. Et oui, ça peut étonner les gens qui connaissent le palmarès d'Hinault, il n'a encore jamais gagné Paris-Roubaix. Mais disons que Paris-Roubaix, je pense que c'est une course dans mes cordes vu mon gabarit et ma puissance que je détiens maintenant en ce moment vu ma forme. Et puis l'année dernière, j'ai fait une bonne échappée dans ce Paris-Roubaix. Cette année, je vais changer ma façon de courir. Je vais essayer de courir avec les costauds comme Moser, Ras de Vlaminck et essayer de les filer jusqu'au maximum, jusqu'à la fin. Ce Paris-Roubaix me trotte un peu dans la tête vu ma performance de l'an passé à faire 200 bornes sur les pavés échappés. Les hommes que je vais filer, ce sera toujours les mêmes, Moser, Ras de Vlaminck. Je pense que ce sera le trio du final. Vous voyez un petit peu comment la course peut se dessiner? Ben, je pense qu'il ne faut pas du tout faire aucun effort jusqu'avant l'entrée des pavés, puis de l'entrée des pavés, être avec eux. De toute façon, le vainqueur de Paris-Roubaix est un garçon en forme, alors vous pouvez triompher finalement. Triompher, je dis jamais, parce qu'il y a toujours des surprises, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la course, on peut avoir des pépins, on peut avoir des chutes. Gagner, j'espère, pour moi, mon but, ce serait de rentrer dans les 10 premiers ou dans les 5 et faire une belle place. Quant à Bernard Hinault, vous ne l'avez encore jamais vu ainsi. Pour décharger le soigneur de son équipe, il a proposé spontanément ses services pour masser son coéquipier Le Guillou. Pense-t-il à la reconversion? Nul ne peut l'affirmer. Ce qu'il convenait de lui demander, en tout cas, c'est de nous parler de sa forme physique avant Paris-Roubaix. Je pense que la veille de Paris-Roubaix, elle n'est pas peut-être au maximum, mais elle est en très bonne condition quand même. Je veux dire qu'il n'y a jamais eu de précipitation, on savait à peu près à quel moment ça allait venir et quand on est à peu près précis dans ses objectifs, on arrive toujours en n'ayant pas trop de panique et puis surtout en ayant une préparation rationnelle. Paris-Roubaix n'est pourtant pas une course comme les autres, il faut l'aborder quand même avec une certaine préparation. Vous n'avez pas peur d'être un petit peu limité malgré tout? En fait, tout dépend du temps, hein. Je pense que s'il fait un temps à peu près clément, comme on a actuellement autour du Tarn, il est possible qu'on soit bien dans Paris-Roubaix, hein. Il n'y aura pas que moi, hein. Je crois qu'il y a quelques coureurs chez nous qui ont quand même la possibilité d'être encore là dans le final, hein. On dit généralement que dans Paris-Roubaix, il faut des hommes types pour ce genre de parcours. Vous, on dit que vous êtes un petit peu léger sur les pavés. Je suis un peu léger peut-être, mais je crois que quand on a la volonté, on peut y arriver. Je crois que l'étape du Tour de France, où on est arrivé sur les pavés, elle a prouvé quand même que je pouvais le faire. Des moments où quand je suis en très bonnes conditions. Moser a l'avantage du poids. Et les Ras, aussi bien que de Vlaminck, font quand même pas mal de courses en Belgique sur les pavés, et c'est ce qui fait qu'ils sont quand même plus à l'aise que moi. Est-ce que vous considérez que tant que vous n'avez pas gagné Paris-Roubaix, vous n'avez pas le palmarès suffisamment étoffé pour vous dire un véritable champion? Moi, j'ai jamais dit que j'étais un champion, j'ai dit surtout que j'étais un coureur cycliste qui faisait son métier le mieux possible et je ne cours pas après les résultats spécialement pour dire j'ai telle course à mon palmarès. Je crois que c'est pas ma devise et si un jour j'ai la chance de pouvoir le gagner, ben, tant mieux. Le tiercé demain à Longchamp a lieu dans le prix de la télévision, un nombre particulièrement sympathique, distance assez courte, 1850 mètres et au départ 19 poulains et pouliches qui viennent juste de prendre leurs 3 ans, ils sont donc encore peu connus, il est difficile d'apprécier exactement leur chance, c'est donc la bouteille à l'encre. Pierrette Bresse a choisi Norwegian le 7, qui n'a jamais gagné mais qui a toujours été annoncé comme un excellent cheval, First American le 6, mais il n'a pas encore fait sa rentrée, il peut manquer de travail, Rosy Future le 14, 5 courses 5 fois à l'arrivée, Nemr le 3,
qui reste sur une victoire et qui peut encore progresser, Saint-Géran le 13 en progrès constant, et Talk It Over le 4, Mulberry le 16, Roderick le 12, enfin un nom français. Danse, comme il y avait en musique le célèbre groupe des 6, voici en matière de danse le groupe des 8, des maîtres qui se sont donnés pour tâche de promouvoir leur art. À leur appel, et pour la 10e année consécutive, 350 professeurs de danse exerçant dans les écoles et les académies particulières sont venus de l'Europe entière à Paris pour se mettre en jambes, pour se rafraîchir leur technique auprès des meilleurs spécialistes du monde. Paris serait-il redevenu un des hauts lieux internationaux de la danse? Eh bien, à cette question, voici la réponse proposée par Louis Dussel. Est-ce que la technique américaine a quelque chose de particulier que l'Européen n'a pas? Peut-être. Quand je danse avec la force intérieurement et je pousse pour la vitesse arriver comme je voudrais. Et tout le monde en français fait pas ça pour le moment. Oui, mais j'espère avec un autre 1, 2 ans, 3 ans, et il arrivait. Exactement comme moi. Attitude, restez, bougez plus. Promenade. 2. Arabesque, restez. Vous descendez, restez. 5e, les bras en couronne. Tournez. Les garçons, vous prenez les filles. 1. Restez. J'ai un cours de danse à Perpignan, Avec oui. beaucoup d'élèves? Oui, 400. Oh, fichtre, mais la danse marche si bien qu'il y ait tant d'élèves. Ça marche de plus en plus maintenant, oui. Et vous vous sentez obligé de venir vous recycler oui, ici je quand viens même? régulièrement faire les stages du groupe des 8 d'ailleurs. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a, pour me recycler, pour avoir le plaisir de travailler avec des professeurs internationaux. Vous pensez que de temps en temps, dans son petit coin, on finit par s'ankyloser? Ah, sûr. Les claquettes sont une spécialité anglaise. Vous êtes espagnol. Pourquoi venez-vous apprendre ça à Paris? Car en Espagne, il n'y a pas vraiment de l'afition aux claquettes, tandis qu'à Londres et à Paris, c'est le paradis des claquettes. En Espagne, à part la jota. Laissez aller, laissez tomber la jambe. Très sensible. Et laissez aller la jambe. J'ai étudié au Bolchoï et surtout je faisais des études pédagogiques et chorégraphiques au Bolchoï pour être après professeur et chorégraphe. Mais en matière de danse classique, on ne peut vraiment pas se passer des Russes? On ne s'est pas passé des Russes là, mais je pense au moment quand, à l'époque de Tsar, les plus grands professeurs de France, ils sont allés en Russie et là, ils sont plantés les danses français classiques. Là. Maintenant, ça marche dans l'autre sens. Oui, maintenant, ça marche un peu en autre sens. Mais maintenant, ça commence un peu dans l'égalité. Météo, les températures resteront agréables demain sur l'ensemble du pays, mais les nuages deviendront plus abondants sur la moitié ouest ainsi que près du golfe du Lion. Quelques pluies passagères sont possibles, mais non certaines. Dès le matin sur la Bretagne et la Vendée, en fin de journée, elles pourraient gagner la Normandie et l'Aquitaine. Les vents de sud se renforceront et quelques rafales sont possibles près de l'Atlantique
et de la Manche occidentale. Tout à l'heure, en fin de soirée, vous avez rendez-vous avec Gérard Holtz qui vous donnera les dernières informations de la journée. À demain, si vous le voulez bien. Bonne soirée, bonsoir, merci.